Je voudrais donc tout d'abord, avant de vous présenter ma communication, remercier grandement l'institution du CRASP, ses responsables, ses chercheurs, ses managers et son personnel. Remercier également l'université Oran 2 pour cette invitation et cette initiative. Je le dis d'autant que apparemment nous partageons la même conviction que les élites, si elles s'estiment adhérer à cette notion d'élite, ont une responsabilité, celle d'éclairer, celle d'apporter une capacité de lecture et celle d'élever le niveau culturel, notamment politique ou économique, de l'ensemble national. Parce qu'il est évident que dans une vision que nous avons de l'avenir et du présent, une nation forte est une nation qui entraîne avec elle l'intégralité de sa société et qui permet d'organiser le débat le plus constructif pour faire avancer les choses. Et donc si une partie des gens qui croient en ce pays ne prennent pas la responsabilité qu'ils exercent, en poste administratif ou pas, nous ne risquons pas d'aller vers l'Algérie que nous souhaitons moderne et forte. Donc je les remercie, c'est un des rares centres qui active, qui produit intellectuellement, et il est évident qu'une grande nation est une nation dont son autonomie est assurée par sa capacité à lire les choses, à analyser. Parce que si on n'analyse pas, on ne peut pas déterminer des stratégies pour l'avenir, dans tous les secteurs ou dans une vision globale. Et la définition des stratégies, c'est celle qui permet à un pays d'être autonome. Je voudrais dire aussi, j'ai la tentation de saluer Oran, parce que j'y ai une relation assez particulière. J'ai fait ma scolarité ici, j'en retire des souvenirs extraordinaires, que ce soit عند الشرقي ولا في قهوة النجاح ولا j'ai fait Moundadis, donc j'ai des souvenirs magnifiques de cette ville qui est une ville cosmopolite assez particulière, extrêmement intéressante, un foyer culturel magnifique, et qui a aussi une tradition universitaire, je ne sais pas à quoi elle est due, mais une tradition de questionnement, d'avancement. Et il n'est pas étonnant que les travaux du CRASC soient précisément dans des endroits pareils. Bien sûr qu'il y a de grandes villes, de grands centres intellectuels de recherche en Algérie, mais notamment ici, j'y ai exercé. Je voudrais aussi saluer, en plus des présents, donc qui ont bien voulu venir se déplacer, parce que nous allons partager ensemble des idées. Je n'ai jamais été tenté par le cours magistral et il ne m'intéresse pas et je n'ai pas ce profil. Par contre, des propositions de vision que nous partagerions ou pas ensemble, je pense que c'est là l'essentiel. Mais je voudrais saluer les amis que je vois dans la salle, avec qui donc on a eu un ensemble de parcours, des personnalités prestigieuses qu'on ne met pas suffisamment en évidence, des gens qui depuis 62 à maintenant ont donné leur énergie, leur vision, leur initiative, et j'entends toutes les professions, hein, voilà. Donc je les vois dans la salle, je voudrais les saluer fortement. Alors, on aborde une matière extrêmement ardue, très intéressante. Assez ardue parce qu'elle est ambiguë. Tout le monde évoque la question géopolitique parce qu'elle est dans les ménages, elle est dans les télévisions, elle est dans les discussions, elle est dans les cafés. Et donc tout le monde se saisit de la chose. L'Ukraine, qu'est-ce que c'est? Les Russes, les Léopard 1, Léopard 2, Léopard 4, l'épervier 1, l'épervier 2, parce que très souvent, on l'utilise pour les batailles, pour les guerres des noms d'oiseaux, parce qu'on s'imagine que cela va adoucir la vision des choses. Et donc ce monde politique, surtout géopolitique, pas relativement nouveau, le débat de la géopolitique, mais c'est un instrument conceptuel assez intéressant, relativement récent, pas dans sa pratique, mais dans sa conception, et il est dans notre quotidien.
Et donc chacun a une idée, chacun a une vision. Mais assez souvent, confronté à la réalité, on s'aperçoit que parfois c'est inexplicable, c'est confus, c'est... Et là, dès que vous allez dans le monde professionnel, dans le monde scientifique, c'est tout à fait autre chose. C'est la totale contradiction. Alors, c'est pour ça que c'est ardu. Parce que quand vous venez discuter avec des gens qui ont déjà des idées en place. Qu'ils soient des professionnels ou qu'ils soient... Et donc, si vous voulez cette confrontation sur une chose où spécialistes et non spécialistes se retrouvent quasiment au même niveau, c'est là son côté ardu. Et donc, ce qu'on va tenter de résoudre ensemble, si vous permettez, c'est d'essayer de détricoter cette horloge. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est? Et là, vous le savez, cet espace me permet de m'exprimer, c'est la vision scientifique. Et tout à l'heure, après mon introduction, je vais vous dire quelle est un peu la devise qui va nous permettre un peu de tenter de mieux comprendre la complexité du sujet. Enfin, l'évolution donc de l'économie mondiale actuellement apparaît à l'opinion générale et à un certain nombre de spécialistes comme complexe. Elle impacte les relations internationales qui s'accompagnent souvent d'évolutions géopolitiques dangereuses. L'Ukraine, la Syrie, un ensemble de tragédies, le Yémen, le Sahel, le Sahara occidental, la Libye, le Soudan, le Venezuela, l'Afghanistan, enfin, Taïwan. Ça n'est pas les drames qui manquent dans cette géopolitique et dans ce monde-là. Ajoutez à cela, vous avez les incertitudes de plus importantes liées au chômage, à la fluctuation des monnaies, à l'effondrement même des monnaies, les compétitions autour de l'accès à l'énergie, incroyable. Au pétrole, les guerres commerciales, les sanctions financières et embargos vont venir à leur tour aggraver ce climat d'inquiétude et donner lieu également à d'importants mouvements de contestation sociale, notamment en Europe et ailleurs. Ces paramètres que je viens de citer vont impulser des mutations profondes, notamment dans les comportements sociopolitiques des opinions occidentales également, mais surtout vis-à-vis de leurs gouvernants et de leurs institutions. C'est-à-dire que ces crises ont un impact. Ces crises, qu'elles soient économiques mondiales, qu'elles soient la pandémie ou qu'elles soient les crises de type géopolitique, de plus en plus il y a de questionnements. Alors l'ensemble de ces aspects interrogent, désorientent, à telle enseigne que des professionnels de haut rang, donc d'anciens hauts dirigeants européens que je ne veux pas citer là, eux-mêmes ont qualifié cette conjoncture d'événement de désordre, de chaos, évidemment pour ceux qui le reconnaissent, de compte à rebours. Et font état de leur incompréhension la plus profonde et de leur incapacité à lire ces phénomènes. Donc, à l'inverse de l'appréhension de ces analystes, qui, prisonniers, à mon sens, d'un ordre conceptuel précis, et qui évoquent donc une situation indéchiffrable. ما فاهمين أي شيء لأن الحالة معقدة على حسب الرأي بتاعهم وماشيين نظرة نعتبر أنا بالهاد الاختصاصيين راهم مسجونين في عالم في فهم وما نجموش يغيروا، ما فيش قاطعة ما بين النظام السياسي اللي راهم فيه وعندهم قراءة أن الحالة معقدة وما فيها ولا فهم ولا قراءة ولا العكس. المحاضرة اللي نقترحها بكل تواضع للإخوان والأخوات هي العكس، فيه قراءة وغادي نقترحها عليكم. Donc cette situation, à l'inverse donc ces spécialistes, ces analystes qui sont prisonniers d'un ordre conceptuel précis, évoquent une situation indéchiffrable. Cette analyse que je vous propose de décrypter ces évolutions et de restituer le sens profond des bouleversements qui impactent les hiérarchies mondiales. Et donc, pour une bonne lecture des mutations actuelles, je vous suggère de conduire ces investigations de manière rationnelle, scientifique, tout en s'armant de lucidité. Il est cependant essentiel d'éviter la tentation du mimétisme, parce que vous avez des écoles de pensée, vous avez des écoles géopolitiques,
et qui, dans la notion géopolitique que j'évoquais tout à l'heure, chacun interprète en fonction de ses intérêts majeurs ou de ce qu'il croit être ses intérêts majeurs. Donc le premier élément de désaccord avec les analyses évoquées précédemment réside dans le fait que selon notre vision, il ne s'agit pas de désordre, mais plutôt, et la nuance est importante, d'une remise en cause de l'ordre établi. Alors, ceci se réalise souvent à travers des contestations importantes qui peuvent donner lieu évidemment à ce qui est communément appelé désordre. Mais il n'en demeure pas moins que l'objectif, lui, est clairement établi. Alors, la nuance est de taille, et l'ignorer ne procéderait pas seulement de la méconnaissance, mais elle serait plutôt révélatrice d'une posture idéologique inavouée, qui ne mesure pas l'étendue des contestations et n'arrive pas à admettre que cet ordre dominant soit ébranlé dans ses fondements même. Et donc la question essentielle qui s'impose, quelle est la signification de ces bouleversements? De quel monde sont-ils annonciateurs? Et quels sont les mondes qui viennent? C'est là la préoccupation majeure qui inquiète la plus grande partie des opinions publiques, comme à Yalta, pour ceux qui ont des éléments de compréhension de l'histoire récente. Yalta, c'est un peu la réunion des grandes puissances, notamment russes, américaines et autres, pour se partager aux zones d'influence le monde et imaginer le nouveau monde qui venait à l'époque. Ils annoncent dans la même dynamique des mondes qui viennent et imposent à l'ordre actuel, que je vais après vous tenter de vous déchiffrer, le défi de devoir se recomposer pour préexister. Le monde dominant actuel a un défi. Comment il doit se recomposer pour préexister. Toute cette situation prélude de confrontations multiples et persistantes. Et donc, le défi pour nous, pour tenter d'imaginer notre pays, ses intérêts, son évolution, nos défis, il est fondamental de savoir lire le monde. Si nous n'avons pas une bonne lecture du monde, si nos enfants, notre composante, nos intellectuels n'ont pas une bonne lecture politique, ils risquent de s'engager de bonne foi dans des actions qui sont contradictoires avec les objectifs qu'ils se désignent eux-mêmes, totalement, parce qu'ils ne maîtrisent pas telle ou telle vision, telle ou telle lecture. Alors, pour cela, il est fondamental, vous savez, on vous demande d'apprécier tel individu, tel enseignant, tel chercheur, tel homme politique, tel... Dès que vous allez dans les grandes appréciations, elles sont subjectives. Tout ce qui est social est subjectif. Alors, quels sont les éléments qui nous permettent de distinguer le bon grain de livret? C'est le parcours, c'est la production, c'est la réalité. Alors, c'est ce que nous allons tenter de faire. Alors, nous allons faire ensemble une rétrospective historique. Ce monde n'est pas né aujourd'hui. Cette période contemporaine, c'est pas aujourd'hui. C'est au moins 70 ans. C'est un siècle, c'est 2 siècles, c'est 3 siècles. Donc, qui est ce monde auquel a été-il et qu'est-ce qu'il veut devenir? Alors, on va rappeler qu'il y a quelques décennies, le monde était géré avec une vision, un système colonial, étendu de plus de 97 millions de kilomètres carrés, 66% des terres immergées, 1 milliard 41 millions d'habitants, donc 55% de la population mondiale, se prévalant d'une organisation socio-économique et politique hiérarchisée. الدول العظمى والدول الأخرى المنتجين تاع الأفكار والحضارات والآخرين وكذا، كان فيه نظام سياسي يفرق تماما، قال هذا وهذا الشيء أثر على الدول العظمى هو بنفسها ما بين قوسين وعلى الشعوب الأخرى، لأن كثير منهم حتى النخبة بتاعهم ولات كي تفكر بنفس المفاهيم، بنفس الأدوات، تقريبا تقبل الحالة بأنها في الرتب راهي في الدرجة ما. Et donc, c'est un système hiérarchisé et sous-tendu par des philosophies idéologiques précises de domination, de prééminence
race, culture, civilisation. Alors, il est important pour cela, rapidement, d'évoquer, parce qu'il faut que vous sachiez, un logiciel politique, une gouvernance, une vision, a très souvent une pensée, une philosophie. Et si vous voulez le lire, au lieu de parler uniquement de la question du chômage, de la question, ou de ces pétitions de principe, je suis démocrate, je suis... Bon, c'est très bien ce que tu affiches, mais ce qui m'intéresse, c'est de vérifier ce que tu déclares être toi-même historiquement. Et tu déclares, à l'époque, en 1882, le roi Boulieu disait la colonisation, et pour notamment la France, une des puissances coloniales de l'époque, une question de vie ou de mort. Ou la France deviendra une grande puissance africaine, ou elle ne sera dans un siècle ou deux qu'une puissance européenne secondaire. 1882. Gustave Le Bon. Théorie. L'humanité est entrée dans un âge de fer où tout ce qui est faible doit fatalement périr. Et fondement d'une politique, d'un système, c'était cela. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a cessé, c'était l'époque, vous n'y comprenez rien. Vous êtes quelqu'un qui est resté rattaché. Alors, les élites des pays comme les nôtres s'inquiètent, se posent des questions. Parce qu'à l'époque où ils étaient dans l'admission de la soumission conceptuelle totale est finie. Les opinions ont grandi, les élites ont grandi, et elles s'interrogent. Et elles disent, y compris à des pays avec lesquels ils veulent collaborer, et ils sont nombreux, mais qu'êtes-vous devenus? Est-ce que vous êtes la même idéologie de l'époque? Ou est-ce que vous êtes arrivé à vous renouveler? Alors regardez ce que dit un philosophe assez important, même si sa pensée n'est pas partagée, notamment par tous ses concitoyens. J'ai toujours beaucoup de mal à prononcer son nom parce qu'il termine assez mal. Finkielkraut, donc c'est une prononciation un peu dure, et qui dit au journal israélien Haaretz en 2005, on n'enseigne plus que l'entreprise coloniale avait aussi pour but d'éduquer, d'apporter la civilisation aux sauvages. Et donc là, la hiérarchie conceptuelle est établie. Il y a des porteurs de civilisation, il y a des sauvages, donc qui juridiquement sont plus faibles, qui risquent de perturber l'ordre, qui ne sont pas dans la dynamique de développement de l'humanité. Mais vous allez me dire, mais on a eu les mêmes mots malheureux à Dakar, en disant l'Afrique a raté son entrée dans l'histoire. Donc vous sentez que le système a une pensée, une philosophie profonde. Sarkozy, qui n'est pas n'importe quel personnage, puisqu'il a été président notamment de la République française, il en a été une des hautes autorités avec un ensemble de portefeuilles, et il continue à être une personnalité marquante de la droite. En apparence, plus charmant, en apparence plus esthétiquement plus intéressant, le rêve européen. Le rêve a besoin du rêve méditerranéen, c'est-à-dire s'approprier l'imaginaire. Votre rêve, الحلم نتاعكم انا متحكم فيه، انا اللي نتقيد فيه، لان نحلم في مكانكم مثل قبل مع الاولياء تاعكم مع كذا. Et donc le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de Lyautey au Maroc, ce rêve ne fut pas tant un rêve de conquête qu'un rêve de civilisation. كانوا يحبوا يحضرونا. On a Ibn Khaldoun تاعنا راح, والامير عبد القادر راح, وبن باديس راح, وساركوزي بالمستوى العلمي نتاعو العالي عنده تفكير وعنده اقتراحات وعنده حل. Les spécialistes géopolitiques de l'époque, en 2007, auraient dû savoir, quand il a fait ce discours à Toulon, comme candidat, qu'il était inéluctable que vous alliez avoir la catastrophe libyenne, puisque c'est ce même personnage qui a après tenté
de corroborer son rêve avec le drame libyen et avec la... Parce que la géopolitique, vue à la télé, il y a des termes qui sont assez édulcorés, qui sont esthétiquement arrondis. Et le tragique de la relation, c'est autre chose. Le sang versé, les morts, c'est autre chose. Et donc, le monde colonial, sa pensée, j'espère qu'il recule totalement, y compris le grand empire britannique. Regardez ce que disait Chamberlain, ministre des colonies. Oui, je crois en cette race, la plus grande des races gouvernantes que le monde ait jamais connue. En cette race anglo-saxonne, fière, tenace, confiante en soi, résolue que nul climat, nul changement ne peut abattardir et qui infailliblement sera la force prédominante de la future histoire de la civilisation universelle. Donc c'est le marché, la foire aux compétitions des maîtres. Et nous avons eu donc le drame, non seulement le drame colonial, mais comme ce monde était enfermé, immergé dans une vision, dans une idéologie, l'humanité a payé le prix, très cher. Parce que, on va dire, un monde a été enfermé idéologiquement, il a des stratèges, il a des philosophes, il a une pensée renouvelée, il y a des gens qui ont de la distance et qui vont aider ce personnel politique, ces logiques politiques à se remettre en question et qui vont nous éviter des drames. 7 ans et demi en Algérie, 8 ans de drame. Même chose en Indochine, au Vietnam. Même chose ailleurs. Cela veut dire que le débat que nous avons n'est pas un débat simple, n'est pas un débat autour d'une tasse de café, parce que le goût du café est extrêmement amer. Il est lié au souvenir d'un certain nombre de drames humains à cause de cette conception des choses. Donc chaque fois que vous pouvez convaincre nos amis intellectuels décideurs de ces mondes-là, n'hésitez pas à le faire. Vous leur rendrez service et nous nous rendrons service. On nous a invités à la Première Guerre mondiale, on nous a invités à la Seconde, on nous invite encore, nous n'avons rien demandé. On nous a dit que nous étions européens, au forum, à l'acte fondateur de Rome, nous y étions invités en tant que gouvernorat de l'Algérie, nous étions sous-entendus légalement et institutionnellement signataires. Puis après, on nous explique qu'on n'est plus européen, que pour traverser il faut un visa, que pour aller, il ne faut pas escalader le mur de Berlin, mais il faut escalader le mur de la bureaucratie, et que c'est un privilège que vous accordez la liberté de circulation qui, à la rencontre en Finlande, le monde occidental démocratique combattait le monde communiste fermé par la liberté de la circulation des personnes. Et maintenant, on a convaincu tout le monde que il y a une logique, une rhétorique, ma souveraineté, vous voulez venir, il faut un visa, il faut ceci, et c'est un privilège de l'accorder. Et puis, je peux faire pression aussi. Et donc, nous ne sommes plus dans un monde des valeurs. Et donc, nous devons en discuter avec nos amis, en discuter avec ces visions et échanger en disant nous jouons le jeu. Vous parlez de valeurs, vous parlez de démocratie, donc qu'est-ce qui se passe? Heureusement, même s'ils sont minoritaires, que dans ces espaces-là que je viens d'évoquer, cohabiter avec un système radical colonial, des gens de grande éthique, de grande valeur. Parce que sortir d'une logique infernale qui est celle de la majorité, de la puissance, et s'approprier des visions d'éthique n'est pas facile. ماهوش سهل. الإنسان فيلسوف يجي يعاقب، يجي ينفصل على المدارس الأساسية نتاعها. قال أنا مانيش استعماري، أنا فرنسي بصح مانيش استعماري، أنا ما نشاركش معكم، مانيش متفق معكم، عندي أفكار أخرى ونتجند ونحارب ونحاربكم في هذا. ماهوش سهل لأنه هو عضو من هذا الأمة. Donc il faut souligner et ça remonte à longtemps, à plus loin. Condorcet, Paul Louis, André Gide, Sartre,
Sartre qui a aidé à la pensée de Gaulle pour se départir d'un empire et d'une vision coloniale qui risquait d'entamer l'existence et le devenir de la France, notamment Albert Memmi, Henri Alleg, Frantz Fanon, certains qui ont été torturés, qui ont été emprisonnés, Janson, Curiel, et je ne peux pas les citer. Mais c'est des gens, c'est un courant qui a fait face à un courant hégémonique puissant. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que vous allez voir que nous allons retrouver cette dualité. Ces deux visages, nous allons les retrouver dans la période contemporaine, mais cette pensée, après, quand elle s'applique avec une vision, une méthodologie, qui est celle du fractionnement des territoires. Et ça, mon ami Sid Ahmed le sait, qui a travaillé brillamment sur le Moyen-Orient et la question palestinienne. L'instrument, c'est j'affaiblis, je modifie les frontières, je recoupe, l'Irak c'est ceci, la Libye c'est Belghazi, c'est Trablus, l'espace yougoslave c'est Monténégro, c'est Kosovo, et donc la technique n'a pas changé, elle est toujours la même. Alors on pense en ce moment, je suivais l'actualité, il faut trouver un successeur à Mahmoud Abbas. غادي غدو يزوجوكم يصيبوا لك شكون الا كان البنت تصيب هو الزوج اللي يناسبها والرئيس نتاع الدول مثل هذه هما اللي غادي يجوا يفصلوا في البيت نتاعكم قال هذا مليح ليك وهذا لا ماهوش مليح ليك لان دخلنا في تفكير وميدان اخر والشيء اللي الانسان يستغرب منه يديروها بطريقه عاديه. C'est-à-dire personne n'est scandalisé que quelqu'un dise on va trouver un successeur à Mahmoud Abbas. On va se trouver un successeur à Biden. On va trouver un successeur à Bush ou on va trouver un successeur à Macron. Et nous sommes dans des logiques infernales qui vous en poil et l'extraordinaire devient ordinaire. Alors, ça, il faut, à mon sens, s'en établir. Alors, rappeler des vérités un peu amères, parce que le nouveau système que nous allons très rapidement disséquer, j'allais dire passer à la radio, à l'échographie, sont des nations vaincues des empires coloniaux. Les grands empires coloniaux, que sont ceux de la France et de l'Angleterre, ont été vaincus. La Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu l'intégralité de leur capacité d'influence, leur marine, leur capacité financière et autres, et supplantés par l'arrivée américaine qui leur permet de se redéployer. Le visage qu'ils avaient, je vous l'ai donné, je parle institutionnellement, puisque dans leur pensée, vous avez des gens des personnalités absolument magnifiques, qui portent réellement les valeurs occidentales, qui portent réellement les valeurs notamment de la France, et vous avez les autres. Et donc, ce qu'on relève, c'est que ces nations vaincues ont vite fait de changer de manteau, et puis elles se présentent comme un système démocratique, plein de valeurs, toujours gestionnaire des valeurs et des civilisations. Mais ce qu'on remarque, c'est que malgré, et nous allons l'évoquer ensemble, malgré l'habillage différent, il y a une persévérance de la philosophie. Puisque j'ai évoqué Sarkozy, j'ai évoqué Finkielkraut, et je n'ai pas voulu, pour pas alourdir mon entretien, évoquer l'intégralité des autres et dans l'air. Et donc on passe de la mission civilisatrice à la défense du monde libre et à la démocratie. Donc je disais à un collègue ambassadeur européen, mais nous n'avons pas vocation à être dominés. À choisir entre votre domination ou celle éventuelle de la chinoise, le débat n'est pas là. Le débat, c'est quel est le système, le monde que nous voulons bâtir ensemble et quelle est notre présence. Le débat n'est pas quel va être celui qui va me dominer ou celui dont on va construire. Donc, les gens sont encore dans cette pensée. Et donc, très rapidement, parce que c'était dans la pensée profonde, vous avez des personnages magnifiques, Victor Hugo, beaucoup de gens l'admirent, mais il n'empêche que Victor Hugo, sa pensée coloniale est désastreuse. Ceux qui ont structuré la pensée française, Victor Hugo, Jules Ferry,
Tocqueville. Tocqueville, le système institutionnel démocratique, en grande partie, c'est Tocqueville. Lisez ce que dit Tocqueville sur la... C'est affreux. Et donc, ce que cela veut dire, ça veut dire que la personnalité humaine peut présenter deux visages, deux dimensions. Une extrêmement intéressante et l'autre absolument désastreuse. Alors, quelle est la vérité? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et je voudrais conclure cette introduction de type, pas philosophique, mais sur la théorie, la pensée profonde, la pensée politique, par Kipling. Tu seras un homme, mon fils, un poète incroyable. Et donc, j'ai trouvé cette citation et cette recherche. Un ami français, professeur d'histoire, un grand nom qui est à l'Institut de France, m'a dit, cette partie, je ne la connaissais pas. Et elle est révélatrice d'un certain nombre de choses. Son fils meurt à la bataille de Loos, à la Première Guerre mondiale, autour des années 1915. Et il écrit l'épitaphe sur le tombeau de son fils. Et il fait parler son fils. Lui, le grand chantre de la différence des races, du racisme. Et il lui dit, si quelqu'un veut savoir pourquoi nous sommes morts, dites-leur parce que nos pères ont menti. Ça veut dire qu'il se remet en cause totalement son idéologie, sa vision. Alors, ça me permet d'introduire, ça me permet d'aller dans le vif du sujet, même si c'était aussi une question fondamentale, celle que je viens d'aborder. Je cite Ibn Khaldoun à propos de ce problème de menti. Il vous dit qu'il faut combattre les démons du mensonge avec la lumière de la raison. Et c'est donc cette maxime que j'ai choisie comme principe d'investigation pour notre travail. Donc, défendre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, on a dit, donc, la naissance du système de la montée en puissance américaine, est-ce qu'elle porte la même idée, la même idéologie, même si elle est présentée autrement? On va tenter de le savoir. En 1900, anticipant la suprématie mondiale, proche de Theodore Roosevelt, un proche, déclare, souvenez-vous de ce que disait Chamberlain, il n'y a pas de raison que les États-Unis ne deviennent pas un centre de richesse et de puissance plus grand que ne le furent jamais l'Angleterre, Rome ou Constantinople. Voilà la question. Je suis le dominateur. Et je vais être plus dominateur que les autres encore. Et territorialement, et conceptuellement, et autres. J'ai vocation. Dieu le Père m'a désigné, moi, comme celui qui va vous apporter et la domination, et la maîtrise, et la pensée. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais comme tout à l'heure, 1900, ça fait ça tarde, donc c'est Roosevelt, et voilà qu'Obama, personnage esthétiquement extrêmement intéressant, très agréable dans le verbe, dit, plus d'un siècle après, faire de ce siècle un autre siècle américain. هذا سوري راهي داخله معاهم ترجع لي للور انا نقدم وهي ترجع يا راهي داخله معاهم يا راهي عمدا تحوسني نزيد ناكد بعض الافكار باش كل الاخوات والاخوان يكونوا مطلعين على الامر كيفاش هذه داخله في الاضطرابات اللي كنا نتكلموا عليها خليني ندير التصوير تاعي موافق Voilà, c'est bon, ça y est. Ça va un peu mieux. Et donc cette puissance naissante, après les années 1945, va s'organiser. C'est important, écoutez, cette partie, elle est fondamentale, elle vous permet de mieux comprendre. Tout à l'heure, vous comprenez l'état d'esprit profond de ceux qui guident ces systèmes, qu'il y a une minorité, qu'il y a des personnels extrêmement importants. Ça aussi, pour que vous sachiez si nos nouvelles idées, avec qui nous devons les partager dans ce monde-là.
Comme durant la Révolution, nous avons eu des amis, nous avons des gens qui ont permis à leur pays d'être plus moderne, de se débarrasser d'un système archaïque, et qui ont travaillé avec nous. C'est ça l'objectif, c'est de convaincre, d'être proche de ces gens-là et d'identifier les autres. Et donc c'est une puissance qui s'est bâtie, structurée autour de 3 aires, l'ère américaine, l'ère européenne et puis le Japon. Donc les USA, anciennes puissances, et les anciennes puissances coloniales. Y a-t-il un hasard? On va se poser la question. Le Japon, puissance impériale coloniale, l'Europe, qui à l'époque était extrêmement restreinte et pour l'essentiel d'anciennes puissances coloniales, France, Angleterre, Portugal, Hollande, etc. Et donc 75% du PIB mondial à l'époque, à sa naissance, une des plus grandes productions de la richesse mondiale. محتكر كل الإنتاج الاقتصادي العالمي وعندهم وزن ثقيل بالنسبة للعالم. أي صالحة تجوز على هذا الفضاء. Une architecture de puissance absolument, c'est important. Parce que dans la communication de tous les jours, vous entendez les pays, mais vous n'écoutez jamais le système. On ne vous parle pas du système membre, de sa cohérence. Et donc, une architecture de puissance, qualifiée d'hégémonique par tous les grands spécialistes, techno-industrielle, militaire importante, qui a permis aux Américains, grâce à leur maîtrise de la technologie, d'impulser un nouveau monde. Le monde colonial était bâti économiquement sur, bien sûr, la production de la main-d'œuvre, de la ressource humaine, sur l'agriculture et autres. Et c'est un monde industriel qui vient, un monde de technologie, et les Américains avaient cet instrument, ce monde-là. Regardez-le du point de vue de la cartographie, cette fameuse triade, cet espace-là, et vous allez voir qu'il est d'actualité terrible. Quand on vous parle du G7, c'est cela. Quand on vous parle de système monde, c'est cela. Et il allie la puissance militaire au Conseil de sécurité, la décision juridique, la décision financière, le FMI, la Banque mondiale. C'est un ensemble d'instruments. Et donc, armature institutionnelle, juridique, commerciale, diplomatique, des centres de décision qui gèrent la cohérence de ce monde, le G7, Wall Street, la City, Paris, Tokyo, les monnaies, le dollar, le yen, l'euro, et les agences de notation. L'Algérie est à la 152e position. La Côte d'Ivoire est à la 60e. Moi, j'ai assisté une fois à mon ami avec qui je ne partage pas du tout, le milliardaire soudanais Mobrahim, qui a créé une fondation, et alors qui évalue, parce que c'est un instrument de gestion de la puissance et de la maîtrise, on vous dit à quel niveau vous êtes du point de vue de la liberté de la presse. On vous dit à quel niveau vous êtes du point de vue démocratique, à quel niveau vous êtes du point de vue du droit des femmes. Et donc, entre vous, on vous dit si vous devez vous accepter tel que vous êtes ou si vous devez vous remettre en question, puisque c'est eux qui évaluent les progrès de l'humanité. Donc, ils sont dans la mission civilisatrice. Et ils sont dans la vision de la hiérarchie. C'est le père, et que parfois vous contestez, et qui vous dit bon, mon fils, tu n'es pas au niveau. Ce que tu fais, c'est mal. Mais au-delà de ça, dans la réalité, Moody's, s'il réduit la notation d'un pays, il peut le faire effondrer en 2 minutes. Si du point de vue de la bourse, du point de vue des notations, il décide, il effondre. Et c'est ce qui s'est passé assez souvent, y compris entre alliés. Et donc, comme dit Friedman, les USA peuvent détruire un pays en le bombardant, mais Moody's en dégradant sa note. Et vous avez maintenant le numérique qui vient. On parle des mondes qui viennent. Je vous les annonce un peu. Nous allons les décrypter ensemble. Le système monde. Alors, quelques petits chiffres assez rapidement. La Banque de règlement. En 2007, avant la crise, les transactions financières de ce monde, c'était 73,5 fois plus que tout le PIB mondial. Donc toute l'économie réelle, c'est 73 fois. Des analystes disent 100 fois. Ça veut dire entre le monde du PIB réel, de ce que produit l'économie, le monde de la transaction financière, de ces places névralgiques
et de ce centre, c'est 100 fois. Cela veut dire que cette capacité de manipulation, de gestion et de contrôle, elle est absolument terrible. 88,3% en dollars. Le dollar est une monnaie de puissance. Elle n'est pas une monnaie qu'on échange. Elle est une capacité à maîtriser, à contrôler le monde et à dicter un ensemble de visions. Ceci étant, vous allez me dire, oui, mais ils sont puissants, c'est naturel. D'accord, quand quelqu'un est riche. Mais il se trouve que pour les spécialistes, ils vous disent que les USA vivent à crédit, qu'ils dépensent en consommation, en investissement, plus qu'ils ne produisent, et qu'ils font fonctionner la pompe financière en se servant au départ. Ils peuvent fabriquer autant de dollars qu'ils veulent. C'est la monnaie universelle. Et donc, de la même façon qu'un pays, parfois, pour des politiques économiques ou monétaires, choisit de réévaluer, de dévaluer, de produire plus, ils ont cette capacité de frapper monnaie. Le char, la conception, l'idéologie, la capacité financière, la capacité juridique et les instruments d'évaluation. Et donc, mais il y a un risque. Ce qu'on appelle sur le dollar, c'est le risque systémique. C'est-à-dire, de la même façon que le dollar a le monopole, si le dollar, s'il y a une action de dédollarisation, s'il y a une action de remise en cause, ou s'il y a une crise mondiale, c'est non seulement le dollar qui est menacé, mais l'ensemble du système. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons, nous, à ce. Alors, ce système puissant, parfait, cohérent, important, grain de sable. Les dernières décennies, 2 dernières, 3 dernières, cohérence ébranlée. La puissance, l'armature ébranlée. Pour regarder les images, je n'ai pas besoin de vous les interpréter, elles vous suffisent. Catastrophe technologique, très grande contestation à l'intérieur de ces opinions, et la famine dans le monde, sont-ils toujours le modèle universel, le modèle de référence? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La pandémie n'a fait qu'accélérer des changements qui existaient, la tendance existait déjà, la pandémie Covid, mais trois facteurs ont conjugué cette dynamique: la crise mondiale, les contestations, les limites des systèmes bâtis depuis 1945, parce qu'on va voir en quoi il y a des limites, des asymptotes de type mathématique. Et aussi, c'est là aussi la fin de cycle de modèles les plus fondamentaux pour la planète. C'est-à-dire, cette domination a permis, parce qu'il y avait une production technologique, il y avait une capacité, et donc c'est un petit système industriel qui se base sur les énergies fossiles, qui permet une agriculture extensive, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, qui permet des OGM, toutes ces prééminences technologiques deviennent négatives. Il faut que le monde, y compris ce monde-là, invente un nouveau process qui lui permet de justifier les leaderships. Et c'est là le débat, avec une très grande difficulté. Mais on va revenir assez rapidement sur cela. Alors donc, récession économique, catastrophe écologique, je ne vais pas vous les évoquer, Tchernobyl, Fukushima, la marée noire, l'Apocalypse, vous connaissez tout ça, le réchauffement de la planète, les crises économiques, la compétition géopolitique d'armée, le terrorisme. L'objectif de ce modèle de pensée, qui est un modèle de pensée, qui est un modèle économique, qui est un modèle financier, qui est un modèle juridique, un tout, il a une pensée, mais il a aussi des objectifs. C'est d'assurer le bonheur à tout le monde, notamment l'espace occidental. Je vous assure le bonheur, je vais vous fabriquer, vous allez voir, tout est là. Mais ces difficultés ont eu un impact terrible. Ils ont eu un impact terrible
Parmi quelques-uns de ces impacts, on peut évoquer les conflits entre la démocratie et les marchés. Ce monde a fabriqué un système institutionnel appelé équilibre des pouvoirs, appelé répartition, appelé parlement qui va contrôler les... Et puis vous avez les multinationales qui ne relèvent d'aucune autorité ou rarement des parlements des pays dans lesquels elles sont établies, puisque elles ont le statut d'extraterritorialité et elles fabriquent toute l'instrumentation juridique d'extraterritorialité. Elles décident, vous êtes français, vous êtes en Alsace, c'est établi, et puis le jour où ils veulent plier bagage, votre système juridique est très difficile. Il faut passer par le rapport de force. Donc vous avez des États, pour faire court, dans les États, mais vous avez globalement un conflit entre la démocratie, ses principes, et entre les marchés financiers. Les marchés financiers n'ont besoin ni de délibération, ni de parlement, ni de rien du tout. En une heure, ils décident d'une partie de la planète de son devenir. Pas de débat à la Commission des finances, pas de débat à la Commission des affaires étrangères, aucun débat. C'est le système. Et donc, et puis les tenants de la numérisation, on va voir assez rapidement. Et donc, la globalisation, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de globalisation, comment faire préexister la domination, quelles sont les visions, soit par le biais du monde financier, et il y a eu le crash des subprimes, soit par le biais qui vient maintenant des trous numériques. La pandémie a mis aussi en évidence que les armes redoutables que les gens tenaient, en l'occurrence l'efficacité du service public, de la santé et tout, ça a été une image déplorable. Que des pays subsahariens ou des pays en construction pour les nôtres ont de la difficulté dans leur montée en cadence sur les systèmes de santé, on peut dire d'accord, on est en construction, même si on ne l'accepte pas. Mais que des pays qui étaient cités par le FMI comme référence pour leur orthodoxie, pour l'efficacité, qui se retrouvent dans des difficultés affreuses, et on va voir, pour ne parler que du Covid, on l'évoquera tout à l'heure, mais c'est terrible. 63 fois, j'y reviendrai, la Commission européenne a demandé aux pays européens de privatiser, de réduire les dépenses sociales. La France, selon les dires d'un certain nombre de ses dirigeants et des spécialistes, a perdu en 20 ans 100 000 lits d'hôpitaux. L'Espagne a réduit de plus de 11% sur 3-4 ans ses dépenses de santé, etc. Et puis l'injonction, 63 injonctions, et de réduire les dépenses et de privatiser. Mais le système, quand il y a eu des pandémies et des problématiques de santé publique, le médecin privé, lui, ne gère pas le quartier, ne gère pas le collectif d'Oran, ne gère pas le collectif de la Tunisie ou de la France. Lui, il gère ses patients qui viennent au cabinet. Ça veut dire que le système n'avait plus cette efficacité qui lui permet de prendre en charge la santé publique de façon importante, la communauté, le collectif, le groupe, puisqu'il était bâti, on va revenir, sur une notion de rentabilité, d'argent, de bénéfice, de profit. Et ce n'est pas un système qui se préoccupe d'une société, d'une opinion. C'est la raison pour laquelle vous pourrez revenir sur le débat, qu'est-ce qu'une démocratie? Est-ce que c'est une mécanique de votation ou est-ce que c'est un ensemble de concepts et d'idées? Et puis, les erreurs stratégiques de la globalisation, l'État n'est plus un régulateur social. Il n'est plus un protecteur en cas de crise, il n'est plus un ceci, il n'est plus. Et donc une orthodoxie en face. L'orthodoxie, c'est que la dépense publique n'a rien à voir avec la dépense privée. Pas de pays comme les vôtres où vous intervenez, vous faites ce que vous voulez. Il y a un libéralisme, le marché va tout réguler. Et Enron, Morgan, toutes les banques qui se sont retrouvées en difficulté. Ah non, là on a dit un ensemble de pratiques et d'orthodoxies, mais on va les remettre en cause puisqu'on va refinancer ce système par le biais de la contribution fiscale, donc du citoyen. Le citoyen, je prends la partie d'argent qu'il peut me donner pour donner aux différentes banques en difficulté. Et donc le système des valeurs n'est ni universaliste, ni périn, ni à la limite crédible. Pandémie, la même chose.
pendant 1000 ans. C'est des milliards, c'est des fonds qui sont sortis. Mais pourquoi ces fonds sont sortis? Et pourquoi ils n'étaient pas déjà dans la régulation financière? Pourquoi ils n'étaient pas déjà dans la conception? Parce que l'État, la conception de l'État, dans ce monde qui nous intéresse et nous aussi, l'État n'est plus le régulateur social, c'est les marchés. L'État n'est plus un service public efficient, efficace, c'est le marché. Et donc vous avez mes amis, notamment européens, notamment français, que je rencontre, avec qui je discute, se préoccupent. Ils me disent notre territoire se désertifie. On enlève les maternités, on enlève les écoles, on se retrouve tous dans les centres urbains. Et nous avons de graves problèmes de compréhension du service public. Qu'est-ce que le service public? Et donc, il y a des questionnements importants. Et donc, ça n'est pas un militant d'une cause je ne sais quoi qui est en train d'analyser un espace dit dominant. Non. C'est des questions qui se posent à tout le monde, à mes amis français, à mes amis allemands, avec lesquels nous partageons un certain nombre d'idées. Il y a des questionnements fondamentaux que l'ensemble des classes intellectuelles, quels que soient leurs horizons nationaux, doivent se poser. Et donc les fractures, du fait de tout ce que je viens d'expliquer, s'accentuent, s'aggravent, et puis les stratégies définies après les 2 guerres arrivent à leur asymptote. Les crises actuelles, les contestations, ça ne marche plus.